Cette vidéo est réalisée à la demande d'Ecosciences Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et propulsée par Play Azure Prod. Elle a été écrite en collaboration avec Eric Ottinger, chercheur CNRS à l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement de Nice, sous tutelle de l'Université Côte d'Azur, CNRS et INSERM. Bonjour Eric. Alors, comme je l'avais prévu, j'ai une liste de petites questions à te poser suite à la vidéo qui a été réalisée sur Science Trash. La première question qui va aborder justement l'un des thèmes qui était lié à la vidéo, c'était le vieillissement. Et la question, moi, qui m'a tout de suite intrigué lorsque j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, c'est comment les biologistes justement entendent exactement par le terme vieillissement. Donc, qu'est-ce que les biologistes entendent exactement avec le terme vieillissement dans leur travail au quotidien? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que c'est toujours en fonction de avec quel biologiste ou à quel point le modèle de recherche il est invertébré comme on le fait nous, ou plutôt humain ou murin. Donc, du coup, le processus du vieillissement, c'est la dégradation au fur et à mesure de certains aspects physiologiques des organes, des comportements des cellules qui affectent le bien-être global du corps et aussi l'accumulation de certains défauts dans l'encodage, des dommages au niveau de l'ADN qui peuvent causer des dérèglements comme des cancers ou d'autres maladies liées au vieillissement. Donc, c'est tout cet aspect et c'est ça qui est assez complexe en soi parce que le vieillissement, c'est quelque chose qui n'est pas juste génétique. On appelle ça un processus multifactoriel qui est donc bien sûr encodé dans les gènes qu'on a. On a une certaine prédisposition à pouvoir vieillir, mais tout dépend aussi de la façon comment nous on vit et de l'environnement. C'est-à-dire que si on fait une activité physique correcte, sans la pousser trop forte, ben c'est bénéfique pour le corps. Si on le pousse trop fort, ça peut être stressant pour le corps, et donc du coup, ça peut aussi avoir des effets néfastes. L'environnement, il est extrêmement important aussi, la pollution, à quel agent on est exposé, la nourriture qu'on prend, comment on s'alimente, etc. Tout ça, c'est des choses extrêmement importantes. C'est pour ça qu'on parle que le vieillissement, c'est un processus multifactoriel et qu'on ne peut pas juste attaquer par l'angle de la génétique, mais qu'il faut regarder ça de façon très globale. Justement, c'est le lien avec ma deuxième question, parce que dans la vidéo, on a parlé de tout ça, on est allé même jusqu'à approfondir ce sujet. On compare l'oxygène justement à un ami toxique, hein, en quelque sorte, dans cette vidéo. Est-ce que justement, vous pouvez expliquer simplement ce que sont les radicaux libres et pourquoi justement ils arrivent à abîmer nos cellules et comment ils le font un peu? Alors, les radicaux libres, ouais, on appelle ça un byproduct, un dérivé de l'oxygène. Donc, du coup, il y a des réactions enzymatiques dans les cellules qui ont besoin de l'oxygène pour respirer, pour fonctionner. Et du coup, ça crée des radicaux libres. Il y a différents types de radicaux libres qui sont plus ou moins, disons, toxiques. Et donc, du coup, eux, ils peuvent accéder directement aux protéines. Donc, il y a des structures de protéines assez particulières, il y a des résidus sur les protéines qui sont attaqués directement par les ROS, les oxygènes, les Reactive Oxygen Species, et du coup affecter le fonctionnement de ces protéines, et donc du coup la physiologie de la cellule ne fonctionne plus aussi bien. L'effet le plus drastique peut se faire au niveau de l'ADN aussi, c'est-à-dire que ces radicaux libres d'oxygène, ils peuvent accéder directement au noyau et aussi à l'ADN et causer des mutations et donc du coup vraiment affecter aussi dans le plus long terme l'intégrité du génome. Heureusement qu'il y a des processus cellulaires cellulaires qui permettent de lutter contre ces aspects. Il y a toute une machinerie des ROS, du métabolisme qui permet de produire, mais en même temps aussi de détoxifier les cellules. Donc, c'est toujours une sorte de balance. C'est quand il y en a trop que là, ça peut devenir très dangereux pour les cellules et pour la physiologie globale. C'est drôle parce qu'on voit que toujours être dans l'excès est une mauvaise chose en science, on a l'impression. Et c'est un peu le principe quand on échange autour de ce sujet. Et on avait parlé justement d'une notion qui était les télomères. Je l'avais décrite dans la vidéo justement un peu comme l'horloge de nos chromosomes. Je ne sais pas si c'est vraiment enfin, une bonne analogie pour parler de cette notion. Mais en pratique, quelle est leur influence sur notre longévité justement? Et pourquoi, du coup, certaines personnes, justement, arrivent à dépasser la barre des 110 ans alors que la majorité, en fait, s'arrête autour des 80 ans? Est-ce que les télomères, justement, jouent ce rôle central dans ce processus?
Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu tout ça justement et nous réussir Ah, pour être très honnête, je pense qu'il faudra vraiment parler aux spécialistes des télomères pour avoir une réponse très précise. De ce que je sais, en fait, c'est qu'il y a une certaine, et ça revient à la génétique, il y a une certaine prédisposition avec des êtres humains qui ont des télomères plus longs ou qui ont une habilité à les maintenir de façon un petit peu plus longue. Dans notre corps, et ça dépend aussi de quel tissu on parle, de quel organe on parle, le raccourcissement des télomères ne se fait pas de façon identique de partout. Et ce qui est assez important à garder en tête aussi, on parlait d'alimentation, on parlait des radicaux libres, on parlait d'activité sportive. Tout ça, ou le stress global, les stress peuvent causer le raccourcissement plus rapide que juste le cycle cellulaire, mais en même temps, la méditation, une activité sportive, une nourriture saine permet aussi de rallonger les télomères. Il y a une enzyme dans le corps qui s'appelle la télomérase qui peut être activée. Mais du coup, c'est toujours en biologie, on parle toujours de balance. Cette télomérase, dans un contexte cancéreux, par exemple, elle est hyperactive, c'est-à-dire qu'elle maintient une sorte de immortalité des cellules. Et donc, du coup, ça peut être dangereux aussi. C'est pour ça que c'est toujours une sorte de balance. Donc, du coup, pour revenir à la question, oui, les télomères sont connus pour être impliqués dans les maladies qui sont causées par le vieillissement et donc, du coup, aussi le raccourcissement. Ça peut causer de la sénescence, ça peut causer des dommages à ADN et donc du coup tuer certaines cellules dans des organes et donc du coup affecter la physiologie. Mais non, c'est pas la seule chose. On revient toujours à cet aspect que le vieillissement est un processus multifactoriel dont les télomères sont quelque chose qui est connu de dégrader avec l'âge. Mais c'est pas la seule cause du vieillissement. C'est intéressant parce que là, on vient de parler d'une notion justement qui était liée à ma prochaine question sur la sénescence. Est-ce que justement, on peut expliquer rapidement ce que c'est la sénescence? Moi, je les appelle les cellules zombies un peu. Et justement, en quoi ils vont menacer notre santé et où en est la recherche aujourd'hui pour réussir à être capable d'éliminer ces cellules sénescentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça brièvement? Alors, je peux rester bref et là, je vais donner aussi une réponse. Je pense que si on veut vraiment connaître la recherche actuelle, il faut parler aux gens qui travaillent sur la sénescence parce que c'est un domaine où il y a beaucoup d'équipes dans le monde qui travaillent sur cette thématique et qui ont certainement des réponses bien plus claires que moi. De façon générale, la sénescence, c'est que les cellules, normalement, elles se divisent un certain nombre et on parlait des télomères. Quand les télomères sont trop courts, ben, ça peut causer un arrêt de la division et les cellules rentrent dans un processus qui s'appelle sénescence, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus activement en train de se diviser ou à faire quelque chose. Au début, on pensait que c'était les cellules qui sont métaboliquement inactives, mais c'est pas vrai. C'est que des chercheurs ont trouvé que ces cellules qui sont présentes sécrètent des molécules qui peuvent, dans un premier temps, paraître toxiques, mais qui pas que. Ce sont des molécules qui sont importantes aussi pour la croissance ou pour d'autres phénomène qui entoure ces cellules sénescentes. Et de façon globale, le fait d'avoir des cellules sénescentes, et on parlait aussi des télomères, ces cellules peuvent accumuler des mutations qui peuvent d'un coup devenir cancéreuses parce que du coup, on perd le contrôle de cette absence de prolifération. Donc, du coup, c'est quelque chose qui peut être dangereux dans le développement dans certains cancers. Après, il y a des études plus récentes qui montre que c'est pas une bonne chose de juste éliminer ces cellules sénescentes pour ne plus avoir de cancer. Et ça dépend en fonction des organes. Il y a des études d'un collègue de notre institut ici, le directeur, qui avait montré que, par exemple, dans le foie, c'est extrêmement important de les maintenir, en fait, ces cellules sénescentes, parce qu'elles ont un rôle positif pour le maintien des fonctions du foie. Donc voilà, je vais probablement souvent répondre un petit peu ça. C'est de façon globale, c'est quelque chose où il y a beaucoup de recherches qui est faite pour éliminer ces cellules sénescentes parce que c'est risque de cancer. Mais en même temps, il faut être beaucoup plus prudent parce que notre corps, il est tellement complexe aussi en fonction des différents organes. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut les garder, il ne faut pas les garder, etc. Donc, c'est ça le grand champ de la recherche actuellement, je crois. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour trouver des moyens de cibler ces cellules sénescentes pour les tuer mais en même temps savoir est-ce qu'il y a des types de cellules sénescentes qui sont importantes pour la physiologie de l'organe et d'autres qui le sont moins et comment les distinguer et comment les cibler spécifiquement.
Bah, justement, c'est un peu ce que votre équipe étudie aussi avec l'anémone, hein, avec la Nematostella, si je ne me trompe pas, qui est réputée justement pour sa longévité assez étonnante en termes de vie. Je crois qu'on parle de plus de 400 ans dans la vidéo, si je me souviens bien. La question, justement, c'est bah, qu'est-ce qui la rend si résistante au temps? Et comme justement, on dit aussi dans la vidéo, elle est capable, en plus d'être résistante au temps, de supporter des stress assez intenses tels qu'un jeûne prolongé ou même un stress oxydatif et assez extrême. Comment ils y parviennent? Vous avez écrit un article dessus en 2024 avec l'IRCAN sur ce sujet-là, et comment on pourrait se servir justement de toutes ces recherches-là pour l'appliquer et pour en apprendre plus aussi sur l'humain et l'appliquer aussi sur des cellules humaines. Alors, on n'a pas encore les réponses à toutes ces questions qui nous intéressent vraiment, c'est comment cet animal peut vivre aussi longtemps. Alors, c'est 400 ans, c'est une étude en cours où un thésard de l'équipe est en train de mesurer le taux de mortalité, le taux de reproduction sexuée et asexuée, et permettre d'évaluer combien de temps ça prend pour que la population diminue. Et donc, du coup, on est à 400 ans, mais on continue cette étude, et donc probablement, on pense que c'est plusieurs centaines d'années. Donc, du coup, c'est quelque chose qui, l'animal vit de façon très longtemps. Et nous, on pense, et c'est ça qu'on essaie de comprendre, de quels sont les mécanismes moléculaires qui sous-tendent cette longévité, comment cet animal peut, on parlait de cellules sénescentes, c'est un projet qu'on a commencé à étudier, on n'est pas encore 100% sûr si ce sont les mêmes types de cellules sénescentes que chez les vertébrés. On a de la mort cellulaire, on a des processus, mais de comment l'organisme, les cellules sont reconnues comme être pas en forme, ou ne plus être actifs et comment ça peut être éliminé, comment ça peut s'intégrer dans le fonctionnement de cet animal. Maintenant, par rapport à cette résistance par exemple, les taux des radicaux libres d'oxygène, ou d'autres types de stress, pareil. On est vraiment en train de creuser ça. Ce qui est intéressant dans l'étude qu'on a publiée au sein de l'IRCAM, mais avec les collègues à Paris aussi, où on avait comparé deux espèces différentes qui ont des capacités régénératives. On parlait tout à l'heure que les ROS étaient des molécules toxiques. Alors ça, c'est à des taux assez, disons, élevés. Ça, c'était l'idée première. Alors que nous, ça a été montré aussi dans d'autres modèles, mais ce qu'on montre, nous, c'est que lors d'une amputation, donc c'est ce qu'on fait pour induire la réponse régénérative, l'organisme produit des ROS en réponse à ce stress physique. Et ces ROS sont essentiels pour permettre de lancer le processus de régénération, puisque si on bloque la production de ces ROS, ben la régénération est bloquée. C'est-à-dire qu'à des faibles doses, ces molécules qui étaient considérées comme très toxiques, ben ils sont extrêmement importants pour lancer un processus de régénération. Et donc, du coup, pour faire la suite, parce que vous nous avez demandé comment on peut utiliser ça pour par exemple la médecine régénérative ou pour la santé humaine. Justement avec justement les collègues de Paris et un autre collègue en Angleterre, on a écrit une revue pour voilà, décrire un petit peu la machinerie de ces ROS dans les différents organismes qui ont été étudiés pour la régénération et aussi comment ça peut être utilisé dans le transfert vers le monde médical. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que si on applique des ROS, c'est toujours le problème, est-ce qu'on en met trop, est-ce qu'on n'en met pas assez, mais est-ce qu'on n'est pas dans le truc toxique? Donc, du coup, ça risque de causer des problèmes. Mais du coup, il y a d'autres aspects, en fait, ce sont les cibles de ces ROS au niveau intracellulaire qui peuvent nous indiquer, ça vaut le coup de perturber telle et telle fonction, et si on perturbe cette fonction, on arrive à mimer l'effet des ROS, et du coup, on peut avoir des réponses pro-régénératives. Et il y a certaines études qui vont dans ce sens-là, d'aller un petit peu plus loin. Donc, du coup, nous, on essaye avec une vision de biologie comparée, en utilisant différents modèles avec différentes capacités régénératives, de comprendre qui fait quoi, comment, quelle est la machinerie et comment on peut ensuite développer des stratégies différentes de médecine régénérative. Alors, ce n'est pas nous qui les faisons, mais c'est en collaboration avec d'autres personnes. Alors, c'est intéressant, en tout cas, de développer sur ce sujet-là, parce que autour de l'anémone, vous faites un gros travail.
J'avais déjà posé la question entre nous, en fait, en privé, mais en vous demandant pourquoi spécifiquement l'anémone et pas d'autres espèces, et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à cette étude là, bon, enfin, les origines un peu de l'histoire qui vous a mené à cette étude-là. Est-ce qu'il est possible de rappeler un peu tout le contexte justement de votre équipe et de comment vous en êtes arrivé là et pourquoi c'est si enrichissant malgré tout d'un point de vue scientifique, même si aujourd'hui, bon, certes, les intérêts, ça va être appliquer ça à l'homme, mais qu'est-ce qui est enrichissant déjà aujourd'hui en 2024 et 2025 pour la recherche actuelle d'avoir toutes ces informations-là aussi? Alors, du coup, je reviens un petit peu en arrière dans ma carrière scientifique. J'ai commencé à travailler sur cette anémone de mer dans un contexte très fondamental de biologie du développement et aussi évolutif pour comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans le développement de cet animal. Et pour ça, je suis parti aux États-Unis, à Hawaï, pendant 6 ans et j'ai commencé à travailler sur cette anémone de mer. Et ensuite, j'ai discuté ou j'ai rencontré l'ancien directeur qui a lancé l'institut dans lequel je travaille, l'IRCAN à Nice, euh, qui était intéressé ou qui était convaincu que la biologie moderne pouvait se faire uniquement en regardant la diversité des mécanismes qui sont représentés par la diversité biologique qui nous entoure. Et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là, en fait, je savais que l'anémone de mer avait des capacités régénératives. Et dans un contexte vieillissement, le fait que nous, on a cette capacité régénérative quand on est très jeune, quand on est stade fœtal, mais qu'on perd cette capacité, ben, ça commençait de plus en plus m'attirer dans un contexte de vieillissement. Et donc, du coup, j'ai proposé un projet qui m'a permis d'intégrer l'IRCAN et monter mon équipe de recherche il y a quelques années. Ce que je pense, c'est vraiment quelque chose qui est jusqu'à présent, les études qui ont été faites et qui sont faites et qui ont donné beaucoup de résultats très, très intéressants sur le vieillissement de façon globale sont des études qui sont faites sur des organismes qui vivent de façon courte, pendant quelques jours ou des années, et où les études ont essayé de rallonger artificiellement, en faisant des mutants, de rallonger cette durée de vie, ou en changeant l'alimentation, comme ça a été présenté dans la vidéo. Euh, et, et je voulais essayer d'utiliser une approche différente, c'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, on a certains organismes qui sont capables de vivre de façon extrêmement longtemps, qui ont aussi une capacité de résister à des stress qui sont mortels pour nous, qui sont capables de régénérer alors que nous, on ne peut plus le faire. Et du coup, c'était à partir de ce constat-là, c'est au lieu de trouver un moyen de rallonger la vie, c'est d'écrire comment ces animaux sont capables de vivre aussi longtemps sans avoir de maladies liées à l'âge. Et c'est comme ça qu'on a commencé à rentrer dans cette étude-là, initialement uniquement par la régénération, pour comprendre les mécanismes de régénération. Là, on commence à avoir des résultats très intéressants et on fait des perturbations de ces gènes et on regarde comment ça affecte la régénération, mais en même temps, on va regarder comment ça affecte la longévité de l'animal. Est-ce que ces gènes-là sont aussi impliqués dans le vieillissement? Et c'est pareil pour ce qu'on a commencé à faire avec la réponse à différents types de stress. Est-ce que ces gènes-là qui sont capables de répondre ou de participer à la résistance au stress sont également présents dans l'animal pour le permettre la longévité. Et comme je disais tout à l'heure, la longévité ou le vieillissement, c'est un processus multifactoriel. Ça sera probablement pas un gène qui est le gène de longévité, mais ça sera un ensemble d'interactions moléculaires qui nous permettra de comprendre comment cet animal est capable de survivre aussi longtemps. Alors, j'ai beaucoup parlé, en tout cas là-dessus, vous posez beaucoup de questions, en tout cas sur l'aspect biologique et aussi sur vos travaux. Maintenant, d'un point de vue un peu plus général, des questions un peu plus globales sur peut-être les gens qui nous écoutent, quelle est l'idée reçue justement que vous souhaiterez déboulonner, en tout cas sur le vieillissement, sur ces questions-là, en tout cas de longévité? Bon, déjà, on a compris, je vais prendre la vidéo et dans l'interview, que c'est multifactoriel, en effet. Il faut arrêter de croire comme certaines personnes un certain Américain qui s'amuse à vouloir essayer de vivre le plus longtemps possible, que c'est juste, voilà, avec l'alimentation et l'hygiène de vie que ça suffirait en tout cas à avoir une longévité de vie beaucoup plus grande. Mais quelle autre idée vraiment vous souhaiterez déboulonner dans l'esprit des jeunes, surtout, qui souhaiteraient s'intéresser un peu plus à ces questions biologiques à travers leurs études, à travers aussi leurs perspectives de carrière? Qu'est-ce que vous souhaiterez leur dire? Un peu ça. Alors, je crois qu'il y a différents niveaux de réponse dans la question.
Je commencerai par une réponse qui est quelque chose de très global. Je ne pense pas qu'il y aura la pilule magique qui nous permet de vivre beaucoup plus longtemps. Après, je questionne aussi le fait, est-ce qu'on a vraiment un intérêt de vivre plus longtemps? Le vrai intérêt qu'on a en recherche dans notre institut, dans les autres instituts, c'est de vivre de façon correcte à un certain âge, mais de façon en bonne santé. Et je pense que c'est ça le plus important. Si maintenant les gens ont envie de vivre 1000 ans, ok, c'est possible si ça c'est leur motivation. Je pense que moi, personnellement, je préfère vivre jusqu'à 90 ans, mais être jusqu'à la fin de ma vie en pleine forme et pouvoir faire les activités que je puisse faire. Et revenant avec cet aspect, il n'y a pas la pilule magique qui nous permet de vivre en bonne santé de façon pour toujours, éternelle. C'est ce côté multifactoriel, donc du coup, je pense que c'est une balance. C'est une bonne vie, c'est une activité physique, c'est la bonne nourriture, un bon environnement social qui nous permet de vivre en meilleure santé de façon longtemps. Maintenant, le deuxième niveau de réponse à ta question, c'est que je pense vraiment, et c'est un terme qui est usé, reusé en biologie actuellement, c'est la bioinspiration qui est utilisé dans l'identification de molécules bioactives, mais je vais au-delà en fait. Je pense qu'on a la chance d'avoir une diversité biologique, une diversité de capacités biologiques que nous, l'humain et d'autres vertébrés, ont perdu. Et je pense que les questionnements qu'on peut se poser en biologie avec les outils modernes qui existent, ça nous permet de redresser des questions comme le vieillissement qui existe quand même depuis très très longtemps, mais d'une manière complètement différente, avec des modèles de recherche différents, avec un regard beaucoup plus naïf et curieux en fait. Et je pense que la science, c'est quelque chose qui était au départ, l'idée, c'est la curiosité. Je pense qu'il faut revenir un petit peu à ça. Il faut être curieux, poser des questions. Et avec la diversité qui nous entoure, on peut adresser des questions originales, historiques, avec des nouveaux modèles. Et ça nous permettra d'identifier quelque chose de nouveau, rien que pour la connaissance. Et je suis vraiment un défenseur assez fort de la recherche fondamentale, parce que sans la recherche fondamentale, on n'aura jamais d'application derrière. L'intérêt que j'ai personnellement, c'est de travailler dans un institut à la faculté de médecine, c'est-à-dire que j'ai des collègues qui travaillent dans la translation des données vers le monde médical. Donc, du coup, c'est ça qui me permet de essayer de réfléchir comment la recherche fondamentale peut être amenée à des approches thérapeutiques. Mais en soi, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser et avec les outils modernes et la diversité des organismes, et je trouve qu'on en apprend de plus en plus sur la diversité des espèces, même si elles sont menacées par le changement climatique, etc. Je pense que Mm. c'est ça où il faut aller creuser beaucoup plus loin et je pense que, j'espère en tout cas, la nouvelle génération de scientifiques va aller creuser un petit peu au-delà. Ouais, C'est alors, bien juste, je finis, en fait, je pense que c'est bien d'avoir des modèles établis parce qu'on a beaucoup d'outils de recherche qui existent, mais si on continue à faire ça, on s'auto-alimente avec des idées mm. préconçues qui sont très spécifiques à ces modèles. Et en s'ouvrant avec d'autres modèles, ça permet de réalimenter ces modèles existants avec des outils, mais avec une vision complémentaire et différente. D'accord. Mais du coup, comment, quand on manipule ces questions de vieillissement, en tout cas que ce soit sur l'anémone ou même sur un être humain, on manipule quand même un domaine de la biologie qui est quand même assez sensible. Où va-t-on placer la frontière de l'éthique entre soigner et justement augmenter l'humain aussi, d'un point de vue purement éthique? C'est-à-dire le augmenter, c'est-à-dire lui donner des capacités Tout à fait. Quand surnaturelles. on fait de la manipulation génétique, on est Oui, vraiment sur la oui, frontière, hein. c'est c'est pour ça que je pense que le, alors, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas s'amuser à jouer Frankenstein et essayer de réfléchir à comment on peut génétiquement modifier notre génome pour mieux vivre. Je pense que la thérapie cellulaire, pour réparer des cellules qui sont endommagées dans notre propre corps et ensuite les réinjecter pour maintenir la fonction d'organes, ça c'est quelque chose que je pense qui est très intéressant, mais ça ne nous affecte pas dans le corps entier, mais ça nous permet de reprogrammer certaines cellules pour maintenir la fonction des organes. Mais déjà, ça peut être vu comme critique, mais je pense que ça, c'est une chose. Voilà, je pense qu'il ne faut pas s'amuser à réfléchir comment on peut génétiquement modifier l'humain pour être supernaturel, vivre très, très, très longtemps. C'est pour ça que j'insiste tellement en fait sur cet aspect multifactoriel et je pense que c'est les activités physiques, c'est quel type de nourriture on utilise, comment on s'alimente
qui vont déjà nous permettre de vivre longtemps, mais en meilleure santé. Et je pense que c'est vraiment ça le but. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de recherche qui va dans ce sens-là. Maintenant, au niveau fondamental, je pense que c'est intéressant et de comprendre les mécanismes entre le vieillissement et l'apparition de maladies qui sont liées au vieillissement. Et je pense que c'est ça, en fait, où l'aspect génétique est si important, c'est on veut contrecarrer l'apparition de maladies, en fait. Et ensuite réfléchir avec quel type de traitement, sans parler de génétique ou modification du génome, mais avec quel type de traitement on peut affecter telle et telle molécule qui nous permet de ne pas tomber malade en vieillissant. Alors, c'est intéressant parce que moi, je me suis posé justement sur la question suivante. Déjà, est-ce que le vieillissement peut être vu comme une maladie? Et si c'est le cas, est-ce que c'est pas la maladie quand même la plus complexe puisqu'elle va toucher l'ensemble de nos organes en même temps? Et est-ce que du coup, dire qu'on combat ce type de maladie, est-ce que ça devient des termes qui peuvent être correctement employés aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faut avoir une approche un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus vigilante, différente, avec une notion un peu plus, j'ai envie de dire, prudente sur la façon dont on peut parler du vieillissement plutôt que de maladie. Alors, je pense qu'il y a des gens qui parlent de maladie. Moi, je n'aime pas trop utiliser ce terme et je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense que des maladies, des pathologies, il y en a des clairement bien identifiées et je pense que c'est important d'essayer de lutter. Je pense que pour moi, le vieillissement, c'est un processus, disons, naturel et c'est pour ça que je fais cette distinction de vivre longtemps versus vivre longtemps mais en bonne santé. Et je reviens sur ça, je pense que c'est vraiment, on a tout intérêt. Ouais. Au niveau démographique, et là on revient dans l'éthique aussi, je pense qu'on est déjà beaucoup sur le monde, sur Terre, il y a tellement de crises géopolitiques, mais aussi climatiques qu'on n'arrive pas à gérer. Donc imaginez que tout le monde qui vit maintenant peut vivre encore 1000 ans, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ça, c'est mon avis très personnel. Par contre, si on peut vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans, 80 ans, mais en bonne santé, et c'est pour ça que je fais cette distinction, le vieillissement, ce n'est pas la maladie, c'est les pathologies qui viennent se greffer au processus de vieillissement qui sont là et que je pense qu'on peut essayer de combattre pour vieillir en meilleure santé. Donc, ouais, je ne pense pas faille dire que le vieillissement, c'est une maladie. D'accord, non, mais je suis aligné, hein, c'est pour ça que je Hmm. pose la question pour quand même clarifier ce point. Et en plus, l'autre point que je voulais clarifier avec vous aussi, c'est par rapport enfin, clarifier, c'est plutôt avoir votre vision. Selon vous, dans votre domaine, quel a été justement le résultat qui a été le plus prometteur pour prolonger justement la santé et qu'est-ce que vous en pensez justement sur l'impact que ça a eu dans le domaine de la biologie et de la santé en général? Euh, bonne question. Pareil, je pense pas qu'il y ait une molécule ou quelque chose de magique à prendre. Je pense que ce qui a le plus étonné, en fait, dans les dernières années, et il y a d'autres études qui sont sorties depuis, c'est le fait d'avoir une certaine restriction calorique, c'est-à-dire que de ne pas trop manger permet de rallonger la durée de vie. Et là, il y a des données qui ont montré que certains gènes sont activés, d'autres qui sont inhibés à cause de cette réduction en nutrition, donc de pas la surcharge. Et je pense que c'est ça pour moi le plus important, c'est-à-dire que même si on comprend la génétique et qu'on continue à creuser la génétique qui est associée à ça, c'est, on en a parlé au début de notre échange en fait, c'est la balance, c'est éviter les excès. Tous les excès peuvent être dévastateurs pour de notre corps. Et donc, du coup, l'alimentation, c'est une chose. Si on réduit la nourriture qu'on prend en soi, ça aide déjà. Enlever le sucre, enlever le sel, etc. Donc, il y a des nutritionnistes qui sont là pour aider les gens et coupler ça à des activités physiques. Ça paraît simple, en fait, mais ça peut affecter beaucoup ou ça peut améliorer beaucoup de pathologies, en fait. Même le diabète, où les gens ils pensent qu'il faut prendre des piqûres d'insuline. Parler avec un collègue qui était là il y a quelques années, qui dit, plus important, c'est l'activité physique. Ça ne veut pas dire qu'on peut éliminer toute trace de diabète en faisant des activités sportives. Il y a bien sûr aussi des fonds génétiques, etc.
mais l'activité physique, l'alimentation saine, c'est pour moi l'aspect le plus important. Et dans la recherche, on essaie de comprendre comment ça se traduit au niveau de la génétique, quelles sont les voies de signalisation, quelles molécules sont impliquées dans tout ça pour voir s'il y a d'autres moyens pour activer ça dans des personnes qui ont un excès au niveau de l'alimentation ou pas assez d'activité sportive, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas en faire pour des raisons médicales, etc. Donc, du coup, je pense que c'est important de creuser ça. Mais pour moi, ça, c'est les découvertes les plus importantes. Ma prochaine question donc, est plus portée autour de l'IRCAN. Donc, l'IRCAN est né vers les années 2010-2012, si je ne me trompe pas. Et à la base, l'idée, si j'ai bien compris dans ce que j'ai lu, c'était de faire un rapprochement scientifique sur les recherches sur le vieillissement avec les recherches effectuées sur le cancer. Ma question, c'est que suite à ce rapprochement, quel a été le constat scientifique quel constat justement scientifique a motivé une telle fusion et comment justement les recherches effectuées dans vos équipes s'insèrent aussi voilà, dans ce cœur de sujet que porte l'IRCAN depuis une dizaine d'années. Oui, en effet, donc l'IRCAN a été fondé en 2012. Moi, j'ai rejoint l'IRCAN en 2013, donc juste après la création. Et donc l'IRCAN, c'est l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement. Et donc, du coup, cette combinaison entre cancer et vieillissement est née du fait que, alors, pas tous les cancers, mais la majorité des cancers sont des cancers qui se forment plus tardivement dans l'avancée de notre vie, donc liés au vieillissement. Donc, du coup, c'était vraiment pour... Alors, ça fait partie du titre parce que du coup, il y a quand même beaucoup d'équipes qui travaillent sur des thématiques en oncologie et cancer. Mais c'est vraiment faire le rapprochement entre les pathologies cancéreuses et le lien avec le vieillissement. Donc, en tout, on est 16 équipes de recherche. Je ne pourrais pas dire exactement combien d'équipes travaillent sur le cancer uniquement ou les deux, mais on a un ensemble d'équipes qui travaillent à la fois sur les cancers, par exemple de la peau au cours du vieillissement, parce que la peau, elle change, elle est plus prone à devenir cancéreuse, avec les rayons UV aussi, des aspects au niveau de la capacité régénérative du rein qui n'est pas très forte, mais qui diminue aussi avec l'âge, et donc du coup, qui c'est plus prone à développer des pathologies, pas forcément des cancers, d'autres équipes qui sont vraiment très, très spécialisées dans le développement de cancers, qui sont aussi en lien avec la pollution environnementale, etc. Donc, l'air. Donc, il y a tous ces aspects, en fait, et comme je disais tout à l'heure, en fait, notre corps, durant notre vie, il accumule des dégâts, en fait, et c'est ça qui cause potentiellement aussi plus de cancers, indépendamment de la génétique, qui est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Donc, c'était ça vraiment l'idée, en fait, c'est d'avoir une approche intégrative du processus du vieillissement qui inclut des pathologies liées au vieillissement, dont le cancer, et parce que il y a des très fortes équipes en cancéro qui Mm. travaillent au sein de l'IRCAN. Et donc, pour la Exact. deuxième question, une partie de la question que tu avais posée, c'est je, nous, on travaille alors en partie sur le cancer. Je vais faire un petit retour en arrière. En fait, l'idée qu'on a jusqu'à présent des cnidaires, donc les animaux de mer, coraux et hydres, par exemple, c'est qu'ils ne développent pas de cancer. Il y a de façon spontanée. Il y a deux études, une chez l'hydre qui a montré que de façon spontanée, des cellules souches qui donnent les gonades peuvent se transformer en cellules tumorales. Et une autre étude dans une autre espèce, chez Hydractinia, qui a montré que la surexpression de certains gènes peuvent les transformer en cellules tumorales également. Donc une spontanée, une induite. Mais c'est tout, il n'y a pas vraiment d'autres descriptions. Donc à partir de ce constat, on peut se dire pourquoi ces animaux sont pas prônes au cancer, donc qui est vraiment une question très, très intrigante qu'on n'adresse pas encore. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une collaboration avec des collègues du Centre scientifique de Monaco qui Mm. s'intéressent au cancer pédiatrique. Donc Je sais là, pas. ça dépend, c'est pas forcément des cancers liés au vieillissement, mais qui sont des cancers qui n'ont pas forcément les oncogènes ou les drivers de cancéro, d'oncologie, quoi, des oncogènes classiques comme chez les adultes. Donc, du coup, c'est un champ qui est vraiment un petit peu à part dans la cancérologie. Et l'idée dans le domaine,
c'est que ce sont des gènes qui sont impliqués dans le développement neuronal, qui sont déréglés et qui causent ce type de cancer pédiatrique chez les enfants, les cancers du système nerveux. Et donc, du coup, comme il y a quand même une similitude entre le programme moléculaire qui mène au développement du système nerveux qui est diffus chez l'animal de mer et le système nerveux chez les bilatériens ou chez les vertébrés, il y a une certaine similitude quand même dans ce processus. Donc, avec les collègues, on s'était dit, pourquoi ne pas essayer de voir si on arrive à mimer dans l'animal de mer des cancers du système nerveux, avec l'idée derrière que c'est quand même très complexe et coûteux et éthiquement plus lourd de travailler sur les souris. Et Mhm. donc, du coup, ici, avoir un système beaucoup plus simple où on peut visualiser le système nerveux sur l'animal et donc, du coup, essayer de voir si on peut induire cette formation de cancer. Et si c'est le cas, on peut cribler, on peut tester beaucoup plus de molécules dans une anémone de mer parce qu'on peut injecter plusieurs centaines d'animaux ou d'œufs à la fois, ce qui est très complexe à faire chez la souris. Et donc, du coup, si c'est le cas, ensuite tester beaucoup de choses et ensuite revenir sur des modèles murins pour aller beaucoup plus dans le détail. Et en même temps, on peut ensuite utiliser l'anémone de mer dans laquelle on aura induit une sorte de tumeur pour tester différentes molécules qui seraient potentiellement anticancéreuses. Donc ça, c'est l'idée. Donc du coup, on a un postdoc qui travaille sur ce projet-là. On n'a pas encore les résultats qu'on souhaite, mais on est en train d'avancer. Là, il y aura deux cas de possibilités. Soit on arrive à induire les cancers, et ce qui est intéressant parce que ça nous permet de dérouler vraiment le projet comme on l'avait initialement pensé, ou on n'arrive jamais à induire de tumeurs. Et dans ce cas-là, ça nous ouvre un autre champ d'étude, c'est de comprendre comment l'animal résiste à ces gènes qui sont potentiellement pro-oncogéniques pour ne pas former de tumeurs. Donc, du coup, c'est juste pour faire un petit aparté au niveau de la recherche que je trouve très, très fascinante et qui permet de faire un va-et-vient entre un modèle, disons, complexe comme la souris et une anémone de mer qui, d'apparence, n'a rien à voir avec un humain, mais où les molécules sont quand même présentes et donc, du coup, qui nous permettent d'essayer de faire ça. Ce qui est très intéressant quand même, tout ça, c'est que la recherche fondamentale ici peut nourrir en plus des partenariats assez insolites parce que l'IRCAN a plusieurs types de partenariats, que ce soit à travers des programmes comme vous avez présenté avec Monaco, mais aussi avec des startups de ce que j'ai vu. Vous avez plusieurs startups avec qui vous collaborez. Moi, j'avais vu une startup sur la chimiothérapie vasculaire à un moment sur votre site. Et vous avez aussi un partenariat depuis sa fondation avec le CHU de Nice. Et ma question, justement, c'est comment ces passerelles entre start-up, cliniques fonctionnent-elles? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable de réaliser comme type de projet ambitieux avec eux et jusqu'où où vont ces projets, justement, dans le cadre de tous ces partenariats? Alors, voilà, moi personnellement, je n'ai pas de collaboration avec le CHU, même si on avait des discussions très intéressantes justement sur les cellules souches. Mais il y a des équipes qui sont beaucoup plus cliniques, en fait. Et donc, du coup, il y a vraiment des PH ou des maîtres de conf ou des cliniciens qui font partie des équipes de recherche. Et donc, du coup, les passerelles sont beaucoup plus simples. Et donc, du coup, les projets sont beaucoup plus concrets aussi parce que, du coup, c'est en lien directement avec les patients. Et donc, du coup, je crois qu'il y a deux startups qui ont été créées ces dernières années et c'était vraiment en lien avec l'angiogénèse et donc du coup l'alimentation en sang des cancers et comment on peut développer des traitements spécifiques anticancéreux en tuant les cellules, en évitant que des vaisseaux se forment pour alimenter ces cancers. Et ça venait d'une des équipes justement très appliquées qui travaille beaucoup avec les cliniciens dans son équipe et qui avait des partenariats justement avec le Centre Antoine Lacassagne, mais aussi avec le CHU pour justement avoir aussi accès à des échantillons de patients. Alors, il y a des biobanques, donc du coup, tout est réglé quand même de façon éthique et déontologique, donc c'est pas juste prendre des tissus de patients. Donc, du coup, c'est tout clairement réglé, pas toujours évident. De ce que je comprends, mais voilà, et c'est ça qui permet de créer ces passerelles. Et c'est ça qui permet aussi d'aller de la recherche fondamentale. Comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement important de permettre de faire de la recherche fondamentale, même si une souris, c'est un vertébré, mais ça reste de la recherche fondamentale. Mais ensuite, de voir comment ça peut être appliqué pour vraiment trouver des solutions voilà, pour les patients
et développer des partenariats forts avec le CHU sur site. Ben, merci en tout cas pour toutes ces réponses. Alors justement, je laisse le mot de la fin du côté d'Eric. Je ne sais pas, voilà, quel est le message, en tout cas à travers ce partenariat, sur cette vidéo, sur ces échanges qu'on a eus, quel est le message qu'on peut vraiment retenir et essayer de diffuser, que les personnes qui regardent cette vidéo puissent retenir pour conclure. Je pense que c'est la meilleure chose, voilà, le meilleur mot de la fin qu'on puisse donner. Déjà, merci beaucoup parce que c'était vraiment assez intéressant d'échanger avec vous pendant la construction de cette vidéo et aussi pendant cet échange, cette interview. Et je pense, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de messages que j'aurais bien aimé faire passer. C'est que, voilà, le vieillissement, comme je l'ai dit au début, c'est quelque chose de très multifactoriel, mais il y a des choses relativement simples qu'on peut faire, c'est-à-dire une nourriture saine, des activités physiques régulières qui nous permettent de vieillir en bonne santé. La recherche sur ça permet de comprendre comment ces activités, comment la nourriture saine est traduite au niveau génétique et moléculaire. Et ça permet aussi de voir comment des dérèglements peuvent aboutir à des pathologies. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'IRCAN et d'autres instituts qui travaillent sur des thématiques similaires. Mais ici, c'est vraiment ce qu'on fait. Et dans le message, disons, biologique que je veux donner, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que dans le passé, la recherche a été faite sur quelques modèles de recherche phares et je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut oser euh, utiliser la curiosité. Je suis certain que les personnes qui suivent votre chaîne sont curieux et regardent et s'inspirent de vos vidéos. Euh, et se poser les questions. Et en tant que scientifique, je pense qu'il faut revenir à cette curiosité, en fait, se poser toutes les questions, mais aussi oser d'aller au-delà des modèles établis et profiter de la nouvelle technologie qui a été développée et qui continue à développer pour soutenir, en fait, la recherche sur des modèles qui ont des caractéristiques que je dis toujours inspirantes, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est inspirant de voir un animal qui ne semble pas vieillir, qui a des capacités régénératives, même si on la coupe 20 fois, qui peut vivre dans le soleil, qui peut résister à des niveaux d'irradiation qui tuent nos cellules en très peu de temps. Comment ces animaux font ça? Je trouve ça assez inspirant comme question. Et après, il faut voilà, avoir les moyens et l'envie d'aller creuser. Et c'est pas la recherche la plus facile, je dois être très honnête, on n'a pas les outils qui existent d'autres. Mais avec les collaborateurs, avec les collègues qui travaillent sur le même modèle dans le monde, justement, on avait une réunion cet après-midi avec un collègue qui vient d'Autriche. Voilà, c'est très stimulant et chacun développe des outils et ça permet, c'est ça pour moi la science, ça permet de travailler ensemble pour faire avancer la connaissance très fondamentale. Et dans le contexte de l'IRCAN, ben, ça me permet aussi d'aller au-delà et d'échanger avec les collègues qui travaillent sur des modèles murins ou qui travaillent avec des patients pour essayer de réfléchir comment on peut traduire tout ça pour développer des thérapies qui peuvent aider à vivre longtemps et en très très bonne santé. Ben, merci et très beau mot de la fin, je trouve. Merci beaucoup. Merci à vous.